Madame Ramayad. Oui. Vous voulez, oui. Alors, vous avez une petite juste là. Bonjour à tous. Bonjour Ramayad. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Toulouse Business School aujourd'hui. En effet, vous êtes la première candidate à l'élection présidentielle de 2017 à venir nous voir. Et pour cela, nous vous en remercions chaleureusement. Merci également à Madame Assassi d'être présente parmi nous aujourd'hui. Voilà. Et merci également aux services généraux qui nous ont apporté toute leur aide pour l'organisation de cette conférence. Alors nous allons chercher au fil de cette conférence avec Guillaume et Amine à mieux vous connaître et à appréhender votre candidature. Mais tout d'abord, revenons sur votre parcours à travers ce petit édito qui vous est consacré. Bonjour Madame Ramayad. Donc, vous êtes en effet née à Dakar et vous êtes arrivée en France à l'âge de 11 ans. Très tôt, vous étiez déjà une femme à contre-courant parce que vous avez un peu fait le Paris-Dakar à contresens. Non mais bon, allez, plus sérieusement, c'était facile. Après votre baccalauréat, vous avez suivi une prépa Cagnes-Hippocagne. Puis vous n'avez pas choisi de faire la belle voie, la magnifique voie des écoles de commerce, mais vous avez préféré faire Sciences Po Paris. Pourtant, votre slogan reprend un petit peu le slogan d'HEC, apprendre à oser, et votre slogan c'est la France qui ose. Donc vous avez ensuite commencé votre carrière politique en 2002 en tant qu'administratrice du Sénat, donc entourée par des jeunes. Et en 2005, vous décidez de rejoindre l'UMP. Et c'est votre admiration pour Nicolas Sarkozy qui vous pousse à rejoindre ce parti. Alors je n'exagère pas, c'est vous qui l'aviez déclaré au point en 2007. Et puis ensuite, c'est l'ascension éclair. Vous soutenez logiquement Nicolas Sarkozy durant sa campagne de 2007, qu'il remporte. Et il vous nomme alors secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme dans son premier gouvernement. Vous êtes rapidement décrite par les médias comme le symbole de la diversité au sein de son gouvernement. Vous êtes également une femme de conviction. Vous n'hésitez pas à vous affirmer contre Nicolas Sarkozy lorsque vous êtes en désaccord contre lui. Par exemple, lorsqu'il a reçu Kadhafi. C'est votre engagement et votre pugnacité qui a fait que vous êtes devenue en 2009 la personnalité française préférée des Français avec plus de 60% des opinions favorables. En 2009, vous devenez également secrétaire d'État chargé au sport et vous avez eu le privilège de pouvoir voir les Bleus lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Enfin, quand je dis voir les Bleus, vous avez surtout vu le bus, mais c'est déjà ça. C'est également durant votre mandat que vous allez réussir à faire désigner la France comme pays receveur de l'euro en 2016. Et cela a été fortement une réussite, il faut le dire de toute façon. Bon, pas sur le plan sportif, mais évidemment sur le plan économique et au niveau de l'organisation. Bon, alors, suite à vos dissensions avec Nicolas Sarkozy, vous n'êtes pas reconduit dans vos fonctions en 2010 et vous intégrez le 15 décembre de cette même année le Parti radical de Jean-Louis Borloo, tout en restant à l'UMP. Mais plus le temps passe et plus vous vous rapprochez de ce Parti radical. Vous allez même jusqu'à affirmer, je vous cite, « Il y a eu une fracture avec l'UMP. Je ne me suis plus senti entendu dans ce mouvement, donc je le quitte. » Vous réalisez alors une belle ascension et devenez vice-président du Parti radical. Et vous décidez alors de ne plus soutenir Nicolas Sarkozy pour sa campagne de 2012. En 2012, vous rejoignez l'UDI et devenez présidente de la commission des investitures, tout en restant une fois de plus dans votre parti précédent. Vous décidez ensuite de vous présenter à la présidence du Parti radical contre Laurent Hénart. Nous avons reçu en début d'année Laurent Hénart, il nous avait précisé avoir gagné cette élection et gagné aussi un procès contre vous, mais nous n'en parlerons pas.
On s'en est suivi alors pour vous 2 années dans lesquelles vous vous êtes retiré de la vie médiatique. Mais revenons aujourd'hui, en 2016, vous avez créé votre mouvement, La France qui ose, que vous définissez comme ni de droite ni de gauche, mais qui affirme vouloir présenter une alternative au système classique. Ce mouvement nous interroge et nous allons chercher à savoir quelles sont vos solutions pour améliorer la situation aujourd'hui en France. Et nous espérons que nous aurons des réponses aux questions que nous nous posons. Finalement, on peut dire que vous êtes une jeune femme politique dynamique et motivée. Vous ne correspondez pas tout à fait au profil attendu de l'homme politique, plutôt la soixantaine, bon, un homme, un peu grisonnant, on peut peut-être même dire avec des sourcils un peu fournis. Pourtant, vous avez été dans de nombreux partis du centre et de droite, mais il y a un adage qui me paraît très important qui vous représente bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci. Bon, alors tout d'abord, une première réaction sur l'édito, éventuellement. Je n'ai rien à retirer à ce que vous avez dit et éventuellement, pendant l'échange, j'ajouterai les précisions nécessaires ou les explications nécessaires. Bah, très bien, merci à vous. Alors, on va démarrer avec les questions. Alors, commencez, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc, naturellement, ma première question est pourquoi ? Et quelles sont les raisons qui ont motivé cette candidature ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie déjà d'être parmi vous et c'est un grand honneur pour moi d'être invitée et de pouvoir dialoguer avec une école d'excellence. Et je sais que vous serez exigeants dans vos questions et dans vos attentes. Donc, je vais m'efforcer d'être à la hauteur. Et si, par hasard, je ne répondais pas assez précisément, n'ayez pas peur d'insister. Pourquoi je me suis présentée à l'élection présidentielle ? C'est une décision qui a été mûrie, qui n'a rien de soudain. Je me suis déclarée le 21 avril, date symbolique, pour 2 raisons. D'abord parce que c'était le 21 avril 1944 que les femmes ont obtenu en France le droit de vote. Et puis parce que le 21 avril fait référence aussi au 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen a accédé au second tour des présidentielles. J'ai choisi cette date-là parce que je savais qu'à un moment donné, on me demanderait de retirer ma candidature par peur de la menace du FN, du fait d'une dispersion des voix. Donc, dans la perspective de cette demande qui ne devrait pas tarder, j'ai donc choisi de sauter dans le chaudron pour expliquer que depuis le 21 avril 2002, on demande aux candidats divers et variés de retirer leur candidature, ce qu'ils font. Et depuis le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen est passé de 16% à 30% pour la fille. Donc, cela signifie que le refus du pluralisme démocratique ne permet pas le reflux du Front National. Et je crois que lorsque les Français ne veulent pas voter pour le système, bien ils se disent qu'ils n'ont plus d'autre choix que de voter pour le Front National. Et moi, je voudrais qu'ils aient un autre choix. Et que cet autre choix s'exprime à travers un vote en ma faveur. Pourquoi j'ai décidé de me présenter ? Parce que je suis fondamentalement en mission, en fait. C'est-à-dire que je ne fais pas carrière. Vous l'avez vu dans le récit que vous avez bien voulu faire de mon engagement. Je ne fais pas carrière, sinon je serais restée sagement assise, obéissante, soumise. Je suis en mission parce que mon objectif, c'est de briser les plafonds de verre. L'Élysée est le dernier des plafonds de verre. Il y a l'école, il y a les concours, les examens, il y a la politique, il y a le gouvernement, et puis il y a l'Élysée. Lorsque je me suis présentée, certains observateurs ont accueilli ma candidature avec un grand éclat de rire en disant « Mais comment peut-elle avoir la prétention de penser à l'Élysée ?» Bah oui, il ne faut rien s'interdire. Et donc, je me suis présentée pour finalement donner le sentiment à tous les jeunes, à tous ceux qui nous regardent, qui ont des projets, qu'ils se disent que pour eux aussi c'est possible, qu'il ne faut absolument rien s'interdire. Et puis plus largement,
parce que 2017 est une année de basculement historique. Et au moment de basculer peut-être du côté de la force obscure, j'invite les Français finalement à se rappeler qui ils sont et à faire les bons choix. Et moi, je plaide pour une société de la reconnaissance de ceux qui ont du mérite, du talent, de ceux qui travaillent, et qu'on sorte de cette France des oubliés qui finalement amène une partie de la population, parmi lesquelles la jeunesse, à non même pas se révolter, mais finalement à se retirer complètement du champ démocratique. Voilà. D'accord. Alors, on va continuer à parler de votre candidature, de pourquoi vous vous présentez. Vous aviez, on l'a rappelé, soutenu Nicolas Sarkozy durant sa campagne de 2007, et à l'époque, vous affirmiez avoir des valeurs de droite, vous faisiez partie de l'UMP, et pourtant, on a l'impression qu'il y a eu une cassure avec cette droite. Alors, pourquoi aujourd'hui vous ne reconnaissez plus dans les valeurs portées par votre ancien président Nicolas Sarkozy et surtout votre ancien Premier ministre François Fillon qui se présente également à l'élection présidentielle? Pourquoi je ne me reconnais plus? Au fond, quand je m'engage en politique en 2006, je ne suis encartée nulle part. Je n'étais pas militante. Lorsque il y avait des élections, je votais très, très rarement pour quelqu'un. Je votais souvent blanc. Et donc, je n'étais pas forcément en phase avec le système politique tel qu'il est. Et donc, en 2007, je n'ai pas choisi l'UMP, j'ai choisi le candidat. Oui. Après, évidemment, il faut prendre sa carte parce que voilà, on est au gouvernement et puis on se présente aux élections, etc. Mais on a très vite vu que je défendais des idées qu'on considérait comme n'étant pas représentatives de la droite, sur les droits de l'homme notamment. Ouais. Notamment lorsque Mouammar Kadhafi est venu en France, vous aviez été très hostile à sa venue. Ça, et pas seulement. Au fond, il y a en moi une partie qui se reconnaît dans les valeurs de la droite, mais il y a aussi en moi une partie qui se reconnaît dans les valeurs de la gauche. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes définitives qui vous emprisonnent dans une identité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et toute ma vie a été de franchir des frontières, de dépasser les cases, les étiquettes, de refuser l'enfermement. Et donc, effectivement, je me sens bien comme je suis aujourd'hui. À droite, je reconnais un certain goût pour l'ordre. Je reconnais un certain goût pour l'idée nationale. Je reconnais un goût pour le travail. Par rapport à la gauche, j'ai le goût du progrès social, de l'ascenseur social, de la lutte contre les inégalités. Mais finalement, on pourrait faire une thèse, savoir si chacune de ces valeurs que je viens de citer relève de la gauche ou de la droite. Ça peut être aussi un débat. C'est sans doute pour cela que j'ai essayé à un moment donné de concilier tout ça par un engagement au centre. Oui. Mais au fond, je me reconnais bien dans ces valeurs du Parti radical dont vous avez parlé, qui remontent de Gambetta à Clémenceau, en passant par Jean Moulin jusqu'à Simone Veil, parce qu'on essaye de prendre, au fond, le meilleur là où il se trouve. Je suis très pragmatique. Et dans la France qui ose aujourd'hui, on a créé un mouvement indépendant qui réunit à la fois des formations issues de la droite, issues de la gauche, issues du centre. Et je veux me sentir libre d'être de droite, d'être de gauche, être écologiste. En tout cas, j'ai des références, j'ai des valeurs, mais je crois honnêtement qu'il faut pouvoir travailler avec toutes les bonnes volontés. D'accord. Aujourd'hui donc, vous n'êtes ni de droite, ni de gauche, un peu comme Emmanuel Macron? Non, plutôt je dirais. Non, un peu comme moi. Bon, d'accord. Alors, vous en aviez parlé quand même au début. Parce qu'on pourrait se demander finalement, je peux comprendre votre opinion, on n'est pas forcément d'accord avec tous les candidats qui se présentent. C'est pas pour autant que 66 millions de Français vont se présenter à l'élection présidentielle. Et pourquoi, alors, selon vous, comme vous l'aviez affirmé,
se présenter n'est pas un risque de renforcer le vote extrême en multipliant des candidatures, comme vous dites, centristes, entre la droite, entre la gauche. Mais où voit-on que les candidatures sont multiples? Au contraire, je trouve que cette mode des primaires conduit à une privatisation de la démocratie. On a le sentiment d'un nombre très important de candidats, beaucoup plus que la dernière fois. Mais vous savez très bien que dans la primaire de la droite, s'il y a 12 candidats qui se présentent, au final, il n'y en a qu'un qui finit par l'emporter. À gauche, c'est la même manière. On a 7 candidats, au final, il n'y en aura qu'un qui va l'emporter. Et donc, on restreint le champ démocratique, on restreint le pluralisme démocratique, on restreint le choix des Français. La dernière fois, en 2012, 10 candidats s'étaient présentés. Je pense que ce n'est pas de trop. Et d'autre part, le système tel qu'il est aujourd'hui constitué fait tout pour empêcher les candidatures des candidats alternatifs. On l'a vu en décembre dernier, lorsque, après les régionales, décembre 2015, pardon, après les régionales, au moment où le Front National faisait des scores canons au nord et au sud, et que le Front républicain a dû, encore une fois, sauver les postes de la droite et de la gauche, eh bien, tout le monde avait dit plus jamais ça, on va changer les pratiques politiques, mais il faut savoir qu'au même moment, la nuit, à l'Assemblée nationale, une poignée de députés de gauche et de droite se réunissaient pour, disent-ils, moderniser les conditions d'accès à l'élection présidentielle. Et ça voulait dire quoi dans leur bouche? Ça voulait dire empêcher les candidats de l'être. Par exemple, en publiant la liste des maires, des élus qui parrainent les candidats, les noms. Avant, ces noms n'étaient pas publics. Donc, plusieurs parrains pouvaient parrainer, plusieurs élus pouvaient parrainer des candidats avec l'assurance que personne ne le saurait, qu'il n'y aurait pas de problème avec leur population, qu'il n'y aurait pas de problème avec la subvention du conseil régional, etc. Aujourd'hui, les noms sont publics. Donc, ça retient certains élus de s'engager derrière un candidat. Deuxième élément, ça a l'air d'être des détails, mais la démocratie commence dans ces détails-là. Avant, ces élus donc remplissaient leur bulletin et le candidat allait auprès de chacun récupérer le bulletin et déposer ça dans des cartons au Conseil constitutionnel devant les caméras, etc. Maintenant, c'est terminé. C'est l'élu local qui remplit son document toujours, mais qui l'envoie lui-même par courrier au Conseil constitutionnel. Donc, ça veut dire qu'il faut être un très grand parti, avoir des militants partout sur le territoire pour aller vérifier que localement, le maire, il a bien fait ce qu'il a promis. Ça, c'est une manière aussi d'empêcher les candidats alternatifs de se présenter. Et puis enfin, le temps de parole. Auparavant, le temps de parole entre les candidats était complètement égal. C'est-à-dire, Jacques Cheminade avait autant de temps de parole que François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ils ont adopté non plus le principe d'égalité, mais le principe d'équité. Et l'équité, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une réflexion de philosophie. L'équité, on mesure votre temps de parole à votre représentation au Parlement. Donc, si vous avez 0 député au Parlement, bon, bah, c'est walou, temps de parole. On mesure votre temps de parole, l'équité du temps de parole en fonction de vos sondages. Les sondages, on sait ce qu'ils valent, qui les fait, pourquoi, selon quels critères, quelles questions. On mesure aussi votre temps de parole en fonction de votre présence sur les réseaux sociaux et de votre activisme à faire campagne, selon les kilomètres que vous faites. Donc tous ces critères sont quand même très flous, sujets à interprétation. Et tout ce dispositif a été donc adopté il y a quelques mois pour limiter le nombre de candidatures. Donc je ne vois pas de dispersion. Au contraire, je vois une opération pour empêcher justement le pluralisme démocratique. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sentent le vent du boulet, à savoir un Front National à 30%, à savoir des mouvements citoyens qui, à un moment donné, ont commencé à émerger. Vous voyez ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos, ce qui s'est passé du côté de la Grèce, les mouvements comme Occupy Wall Street, etc. Et donc, comme c'est un pouvoir, qu'il soit de gauche ou de droite, qui est fortement contesté par l'abstention, par le vote des extrêmes, et maintenant par ces mouvements alternatifs, eh bien, il fallait arrêter ça en limitant les conditions d'accès à l'élection présidentielle. De sorte que lorsque les candidats se présentent devant vous comme candidats, sachez qu'ils ont fait l'objet d'un filtre selon des critères qui sont, on ne peut plus ambigus.
D'accord. Alors, une précision pour votre candidature. Donc, il faut 500 signatures de maires pour être candidat à l'élection présidentielle et vous auriez déjà 300 promesses de signatures. Il en faut 500 d'élus, donc, dont les maires. Ça peut être des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, généraux, présidents de communautés de communes. Et vous seriez déjà 300 promesses donc, de signatures d'élus. Donc, vous êtes en bonne voie. En fait, pour en avoir 300, il faut avoir parlé ou rencontré ou sollicité 10 fois plus. Ouais. Donc c'est un travail assez monstrueux et c'est aussi 80 000 km dans les jambes depuis 8 mois. Quoi. Donc, justement, en parlant de parrainage, depuis le début de la Ve République, chaque président a été élu grâce à un parti défini, à droite ou à gauche. Pensez-vous vraiment qu'il est possible de se faire élire en se détachant de ce clivage gauche-droite, d'autant plus que ces partis aident à financer les campagnes, aident à obtenir ces fameux parrainages? Voilà. C'est vrai, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Mais 2017, la période que nous vivons est différente des périodes précédentes. Le bipartisme fondé sur une logique d'alternance entre la droite et la gauche, ce bipartisme a d'abord été enrayé par la poussée du Front National. On est donc dans un système de tripartisme. Je pense que le Front National peut tout à fait gagner les élections présidentielles. Donc l'alternance droite-gauche n'est plus si automatique. En tout cas, la probabilité n'a jamais été aussi forte. Ensuite, les moyens, c'est aussi ce qui explique le caractère profondément inégalitaire de cette élection présidentielle. Il y a des partis qui bénéficient d'un financement public, c'est-à-dire que les impôts des Français payent leur campagne électorale, et puis d'autres, pas du tout. Donc, ils font appel à la générosité du peuple, ils font preuve d'imagination pour trouver les sous, quoi, et financer leur campagne électorale. Les parrainages, c'est pareil. C'est un système profondément inégalitaire, parce que les Républicains ou le Parti Socialiste ont des familles politiques dotées de milliers, voire de dizaines de milliers de mandats. Donc le candidat de ces partis, les candidats de ces partis n'ont pas besoin d'aller solliciter le moindre élu pour avoir un parrainage. Le parti leur fournit automatiquement au dernier moment par milliers. Tandis que ceux qui sont comme moi, par exemple, moi je dois aller, je n'ai pas un parti qui me fournit cela, donc je dois aller convaincre les élus de proximité, ils sont 40 000. Je dois aller les convaincre pour leur demander de me parrainer. Et donc les convaincre, c'est pas juste arriver, faire un sourire, parrainez-moi monsieur le maire. Non, j'arrive avec mon projet, donc je suis obligé d'avoir un projet, parce que les autres, enfin c'est quand même hallucinant. Il y a plein de candidats, ils se présentent, ils n'ont pas de projet. Voyez, vous pensez à quelqu'un en particulier? Il y a plein de candidats. Non, mais la majorité. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'être candidate qu'une fois que j'ai travaillé le projet pendant 1 an. J'ai dit, si le projet est suffisamment innovant et intéressant et que c'est un projet qui se distingue de celui des autres, je pourrais y aller. S'il n'est pas assez intéressant, je ne vois pas l'utilité d'une candidature, donc je n'y vais pas. Donc, je vais voir les maires avec mon projet. Puis, un projet qui peut être très détaillé. Il y a, par exemple, pour les communes rurales, j'ai fait un manifeste pour les ruralités. Pour l'outre-mer, on fait un plan d'action pour les outre-mer. Alors en plus, j'ai arrivé dans les outre-mer, on m'a dit il en faut un pour la Martinique, un pour la Guadeloupe, un pour... Bon, ensuite, il y a les communes forestières. On peut faire un projet pour les communes forestières. Vous avez les communes littorales, la 2e puissance maritime au monde. Donc il faut un plan d'action, manifeste pour la mer et la croissance bleue. Donc ça, c'est un travail d'expertise qui nécessite du temps, parce qu'on présente c'est une série de propositions. Le projet national comporte 250 mesures. Qui a fait l'objet d'un travail d'experts, ensuite soumis à des associations, entreprises, enfin les acteurs, les syndicats, etc. Puis ensuite soumis aux élus pour qu'ils lui apportent une âme, puis ensuite soumis à la population à travers des votations hebdomadaires auprès des internautes. Donc, vous arrivez devant les maires, vous devez donc les convaincre. Et convaincre, c'est pas simple. Parce que, d'abord, il faut que le maire vous connaisse. Pour celui qui est inconnu au bataillon, c'est compliqué parce que du coup, il ne va même pas vous recevoir. Et on vous connaît quand même en France aujourd'hui. Oui, mais moi, je parle aussi de mes collègues. Il y en a, ils ont décroché un rendez-vous avec le maire de Donzy-le-Pertuis en Saône-et-Loire. Ça peut être compliqué. J'imagine. Bon, après, une fois que vous êtes arrivé, vous êtes là. Alors si vous venez, parce que tout le monde ne vient pas. Donc moi, je suis allé les voir, ou je leur parle au téléphone. Une fois que vous êtes sur place,
le maire, il peut vous dire ah non, mais moi, je ne veux pas parrainer personne, je ne l'ai jamais fait de ma vie depuis 30 ans de mandat parce que je suis sans étiquette, donc je ne veux pas en avoir une, je ne veux pas que ma population se fâche si je vous parraine, ou bien le conseil régional va me couper la subvention. Bref, il y a des tas de motifs. Et le nouveau motif, c'est je ne veux plus rien avoir à faire avec les politiques. Donc, c'est un parcours du combattant. Et donc, aller comme ça jusqu'à 500, il faut dépasser même les 500, parce que ce n'est qu'une promesse pour l'instant. La période officielle des parrainages, c'est le 23 février, pendant 3 semaines. Les préfectures enverront un bulletin officiel de parrainage numéroté, individualisé, aux élus, qui devront, comme je vous l'ai dit, sur une période de 3 semaines, le renvoyer au Conseil constitutionnel. Donc ceux qui ont promis aujourd'hui, les 300, devront transformer l'essai à partir du 23 février jusqu'au 19 mars. Donc vous voyez ce que c'est une campagne présidentielle. On ne s'improvise pas candidat à la présidentielle. Et lorsque, un jour, on prononce cette phrase inouïe qui est de dire « je veux présider la 5e puissance mondiale », on a intérêt à s'être préparé. En termes financiers, en termes de projets politiques, en termes de connaissance du fonctionnement du système médiatique, avec les temps de parole, toutes ces choses-là. Parce que par exemple, là, moi, j'étais dans le camp dans le temps de parole de la droite. Bon. Alors que bon, j'ai plus de cartes, j'ai créé un mouvement et tout ça. Je suis obligée d'aller voir le CSA, d'en dire, mais Macron, il est dans le parole des indépendants. Il y a plein de places là, il y a plein de temps de parole. Donc, vous voyez, si vous ne savez pas, vous faites avoir. Je me suis fait avoir pendant 6 mois. Donc, alors que j'ai 10 ans de politique. Donc, pour vous dire, toutes ces choses-là, ne sont pas écrites dans un livre à disposition de tout le monde. Il faut le savoir, sans parler des adversaires, des ennemis qui cherchent à fouiller dans votre vie pour sortir des dossiers sur vous, vous faites hacker par des Russes, des machins. C'est une histoire absolument... Enfin, la France se mérite, quoi, pour résumer. Très bien. Alors, on va maintenant parler de la situation de la France et de votre programme. Mais tout d'abord, un état des lieux. Donc, on est en 2017. Et que pensez-vous du mandat de François Hollande à la tête de la France et de ce qu'il a fait depuis 5 ans? On en retiendra son renoncement historique. Et je le regrette profondément. J'ai franchement été malheureuse de le voir se retirer comme il l'a fait. J'ai fait un tweet quand il s'est retiré. J'ai salué la dignité du président qui a eu la lucidité, le courage de se retirer, parce qu'il faut du courage pour renoncer. Puis en même temps, j'étais franchement en colère qu'il ait renoncé. Parce que c'est quoi le message qu'on envoie aux Français, aux jeunes? Quand c'est difficile, on renonce. Le président de la République. Si le président de la République, lui, il renonce, alors nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc j'étais en colère contre son retrait. Je ne l'ai pas exprimé, je vous le dis à vous, là, parce qu'on est entre nous. On est entre nous. Et puis, d'autre part, renoncer en plus par impuissance. Parce qu'il y a 2 impétrants qu'il a fait, qui ont décidé de le faire renoncer. Vous pensez que le président, c'était une sorte de héros, il a du pouvoir, il est fort. Il a renoncé. Et je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal. Et puis après, il va à l'étranger nous représenter, alors que c'est un homme faible. Donc, il a affaibli la France. Je trouve. Et moi, je ne suis pas militante socialiste. Je me mets à la place d'un militant socialiste, même si, bon, il n'a pas été un président extraordinaire, mais il n'a pas été pire que les autres. Et d'autre part, on a traversé, et ce quinquennat est particulier en cela, un quinquennat difficile, douloureux, marqué par des attentats que d'autres présidents n'ont pas connus à ce degré d'intensité-là. Et donc, il a su tenir la France dans ce moment où nous pouvions, en tant que citoyens, nous disperser, nous opposer les uns aux autres. Il a été l'incarnation d'une France courageuse dans ces moments-là. Et donc, quand on a affronté cela, est-ce qu'on avait le droit de renoncer? Donc vous pensez qu'il devait se représenter même malgré son bilan? Je pense qu'il devait se battre. Son bilan, les Français l'auraient jugé. On ne laisse pas la démocratie être dictée par des sondages. On ne se laisse pas intimider par son Premier ministre ou son ministre des Finances, de l'économie. On fait preuve d'autorité.
Il a fait des erreurs, mais oui, il n'a pas été pire qu'un autre. Donc, à partir de là, je pense qu'il avait le devoir de ne pas nous envoyer un message, à nous, Français, qui sommes dans une situation difficile, un message de renoncement, parce que c'est difficile. Donc, on va parler un peu plus de votre programme. Aujourd'hui, en France, le taux de chômage est élevé, la croissance est faible, la situation économique du pays n'est pas au mieux. Donc, si demain vous êtes élu à la tête du pays, quelles seront vos mesures phares afin de redresser cette situation économique ? D'abord, je propose ce qu'aucun autre candidat ne propose. On ne commence pas par réformer l'économie. On va réformer les syndicats. C'est-à-dire que si on part bien en tête en disant, en mettant en œuvre tout mon programme économique, contrat de travail unique, zéro cotisation, zéro charge pour la première embauche, réforme de l'assurance chômage, suppression de Pôle emploi, etc. Si je commence à faire ça, ils sortent tous dans la rue, le pays est bloqué, et puis sous la pression des sondages, des commentateurs, je suis obligé de reculer, enfin, vous voyez, et de décevoir donc ceux qui m'ont élu. Donc, plutôt que de me retrouver dans cette situation qu'on connaît depuis 30 ans, qui se reproduit à chaque fois, je commence par réformer les syndicats. Quand je dis réformer, ce n'est pas les supprimer. Ils sont, comme les partis politiques, ils sont consubstantiels et nécessaires à la démocratie. Mais ce système syndical-là est complètement détraqué. C'est-à-dire que vous avez 5 centrales syndicales qui ont été sélectionnées après-guerre. 5, les mêmes, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Qui ont été choisis pour incarner le dialogue social. Ils représentent 4% des salariés. Ils sont capables de bloquer tout un pays en représentant 4% des salariés. Ça veut dire que 96% des salariés ne sont pas représentés par ces syndicats, et c'est une très très grosse majorité silencieuse, et c'est 4%, voilà. Et ils bénéficient de 4 milliards de budget de subventions. En plus, ils le font grâce à l'argent des Français. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on commence par changer ça. Pas pour les punir, mais pour les relégitimer. Les relégitimer, ça veut dire que le dialogue social soit représenté, non pas par ces 5-là simplement, mais par un nombre plus représentatif de syndicats. Par exemple, je ne sais pas, l'économie sociale et solidaire représente un syndicat patronal. C'est 10% du PIB, l'économie sociale et solidaire. Ils ne sont pas représentés aux côtés du MEDEF. Par exemple, l'UNSA, c'est un syndicat de salariés qui existe, qui fait des scores dans les élections professionnelles, pas représentés. Ils ont porté l'affaire en justice, toujours pas représentés. Les VTC ne sont pas représentés. Donc, il y a plein de syndicats comme ça qui pourraient porter d'ailleurs des sujets novateurs, comme conciliation de la vie familiale et professionnelle, les questions de souffrance au travail, de burn-out. Ces débats-là n'existent pas dans le dialogue social, parce que les syndicats qui les portent ne sont pas considérés comme des institutions, des instances représentatives du dialogue social. Donc on les relégitime en diversifiant le recrutement, et deuxièmement, on supprime le financement public. On le supprime et on le remplace par un financement par les adhérents. Pas par les 4%, mais par les 96% d'autres. Donc on crée un chèque syndical, le prix de la cotisation à un syndicat, on donne à chacun un chèque de 20 €, choisissez dans votre entreprise. Qui serait volontaire, pas obligatoire ou... Non, pas obligatoire, mais enfin c'est dommage, vous avez un chèque de 20 € dans la poche, c'est mieux d'aller dépenser en adhérant dans un syndicat. Et c'est pas vous qui payez ce chèque, c'est l'entreprise. Donc vous allez cotiser avec ce chèque pour lequel vous n'avez rien payé, vous devenez membre du syndicat. Donc là, il y a de fortes chances qu'on passe de 4% de salariés syndiqués à 90%, comme en Belgique, et vous participez aux élections. Et comme ça, quand les pouvoirs publics dialoguent avec les syndicats, ils dialoguent avec des syndicats qui représentent 95% des salariés. Et là, c'est une autre affaire. Ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus représentatifs. Et donc, c'est pas pour les affaiblir. Et on supprime les financements publics parce que donc on économise l'argent des Français parce que de fait maintenant ils sont financés par de l'argent privé. Et puis troisièmement, comme pour les politiques, on limite le cumul des mandats dans le temps. Il y a des syndicalistes, ils font leur métier, c'est syndicaliste.
Ils n'ont plus mis les pieds dans une entreprise depuis des décennies. Donc, ils repartent travailler dans l'entreprise au bout de 2 mandats. Comme pour les politiques, je propose que les mandats soient limités à 2 dans le temps. Et puis, enfin, liberté de se présenter aux élections syndicales. Est-ce que vous savez que tout le monde ne peut pas se présenter comme ça aux élections syndicales? Il y a seulement ceux-là qui peuvent le faire. C'est pas normal. Déjà, la base de la démocratie n'est pas respectée. Donc, on commence par changer ça, et puis ensuite, on passe au programme économique. Donc, en commençant, honnêtement, là, je commencerai par ce que j'ai dit tout à l'heure, 0 charge pour la première embauche, ce qui permettrait tout de suite de doubler le nombre d'entreprises en France et de doubler le nombre d'embauches en France. Parce que nous sommes le pays qui crée le plus d'entreprises en Europe, mais ces entreprises ne créent pas d'emplois parce que les charges sont trop élevées. 440 milliards par an, c'est un record européen. Ensuite, deuxièmement, je supprime le RSI parce que le RSI est un accident industriel et conduit certains entrepreneurs au suicide, tout simplement. Parce que c'est confiscatoire, ça vous prend tout ce que vous gagnez. Ensuite, je propose le contrat de travail unique, fusion CDI-CDD. Ça veut dire tout le monde au CDI. Mais on facilite les conditions de licenciement par l'employeur pour que ça tourne beaucoup plus facilement. L'Italie l'a fait. Ils ont créé 500 000 emplois en 2 ans. Voilà. Je commence par là. Et malgré ça, vous pensez, donc, avec votre réforme des syndicats, que vous n'aurez pas la France dans la rue en supprimant, enfin, en flexibilisant le CDI? On peut avoir la France dans la rue, mais c'est pas interdit. Mais disons que ces syndicats feront moins de politique, de fait. Non, parce que porté par la légitimité du suffrage, j'agis tout de suite. Suffrage présidentiel, j'agis tout de suite. Et je crois que pendant qu'il y a la réforme du syndicat, c'est un bouleversement majeur. Un président nouvellement élu, il est populaire. Il faut qu'il en profite en ce moment-là pour agir, pour aller au bout de sa mission. Parce que vous avez remarqué qu'au bout de 2 mois, aujourd'hui, les présidents, ils sont impopulaires. C'est très rapide, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont pas élus par 50 et quelques % des Français. Vu le niveau d'abstention, le vote extrême, ils sont élus par quoi ? 10, 12% des Français ? 90% des Français qui n'ont pas voté pour le nouveau président. Donc, il est élu en mai. Donc, en général, mai, il forme son gouvernement parce qu'au juin, il y a les élections législatives. Après, c'est les vacances. Donc, il part au mois d'août. En général, il ne se remet pas de ses vacances. Il y a un truc qui se passe mal. Où il a pris l'avion et c'est pas écolo, où il est resté trop longtemps en vacances, où on l'a vu sur la plage nu. Donc, quand il rentre, il est déjà impopulaire. Et là, c'est la rentrée scolaire, les gens reçoivent les feuilles d'impôt, et donc c'est fini. Donc il y a un moment... D'ailleurs, je pense qu'on ne devrait pas faire les élections en mai, mais avant, pour éviter le phénomène assez compliqué de la gestion de la période estivale. Et pas de vacances la première année, donc. Non, ils peuvent prendre des vacances. Mais c'est-à-dire, une fois qu'il est élu, admettons en janvier ou en février, il y a quand même quelques mois pour agir. Et pas tout de suite partir se reposer. Alors, Ramayad, vous avez en face de vous des étudiants d'école de commerce. Certains cherchent à entreprendre et ont pour but de créer leur entreprise. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de freins en France qui leur empêchent de créer cette entreprise. Et beaucoup nous disent qu'ils souhaitent partir. Alors, si moi, demain, je souhaite créer mon entreprise, comment pouvez-vous me convaincre de la créer en France ? Comment ? Alors, l'esprit d'entreprise doit reprendre pied en France. Je crois vraiment à cela. Je commencerai par, comme moi j'ai fait, j'ai été auto-entrepreneur en 2013. Et parce que je voulais créer mon entreprise. Et c'est une formule intéressante, qui est la moins lourde en termes de charges, la plus simple en termes de création, c'est rapide. Ça permet de tester aussi ce qu'on est capable de faire en termes de gestion, de première activité. Et puis après, on se transforme en SARL, SAS, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du risque. Moi, je suis favorable à... Je prends des risques en politique. On peut se tromper, on peut échouer et puis se redresser aussi. On n'est pas aux États-Unis, c'est vrai, où l'erreur en France est toujours chèrement payée. Quand au niveau scolaire, vous ne prenez pas
la bonne filière, courage pour repartir sur une autre. Les vies se décident entre 18 et 25 ans. Si vous avez fait le bon choix d'entre 18 et 25 ans, vous avez la paix toute votre vie. Si vous n'avez pas fait le bon choix, ça vous poursuit. C'est un système qui emprisonne et c'est pas bien. Donc d'où l'idée que faut qu'on renoue, qu'on se réconcilie avec le risque et que finalement on encourage l'innovation. Moi je crois à l'innovation dans tous les domaines. Dans le domaine politique, l'innovation démocratique passe par le fait de rendre le pouvoir aux citoyens. C'est pour ça que je souhaiterais qu'on transforme le Conseil économique et social en Conseil national des Français avec des citoyens tirés au sort pour participer au processus législatif. Et de la même manière, l'innovation économique passe aussi par la prise du pouvoir économique par les citoyens et par l'innovation. La rente, comme la rente politique ne me va pas, la rente économique ne me va pas non plus, parce que c'est des systèmes d'héritage, c'est des systèmes installés, c'est des monopoles, c'est des oligopoles, ça bouge pas, il n'y a pas d'élan vital, il n'y a pas d'énergie. Et donc, dans l'esprit d'entreprise, il y a tout cela. Donc moi, je commencerai par là, c'est-à-dire statut d'auto-entrepreneur. Travailleur indépendant, c'est intéressant aussi. Mais là, effectivement, il faut supprimer les récits, il faut favoriser les transitions professionnelles. Pas mal dans cette nouvelle économie collaborative, qui est une véritable révolution culturelle, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir. Voilà. On a vu des très belles aventures grâce à l'innovation, grâce aux plateformes numériques, avec des startups qui se sont créées, des Français qui brillent à l'international, qui partent de rien, qui réussissent. Depuis 5, 6 ans, c'est des choses qui sont devenues possibles. Et malheureusement, l'État ou le pouvoir public s'emploie à étouffer cette nouvelle économie, comme tout ce qui marche en France, et alors qu'au contraire, il faudrait la laisser prospérer. D'accord. Alors, dans votre projet et votre livre, vous parlez de réconcilier la France avec elle-même, comme s'il y avait eu une fracture. Qu'entendez-vous par là et comment comptez-vous y remédier en ces temps de crise, en ces temps où le terrorisme est une menace permanente en France? Effectivement, je constate que la France vit non seulement une crise démocratique, une crise économique, ça on le sait depuis 30 ans, mais aussi une crise existentielle. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où les Français sont malheureux parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Et parce qu'au fond, les grands principes qui ont fait la France, qui lui ont donné les fondations, sont ébranlés. Et je pense il y a plein de choses. Par exemple, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, on passe d'une société d'ordre, la noblesse, le clergé, les tiers-états, à une société démocratique, et cette société d'ordre est revenue. Il y a un nouveau tiers-état à travers une société de privilèges. Donc ça, c'est un renoncement à ce qu'est la France. L'école, les lois de 1881-82 de Jules Ferry ont établi en France une école qu'on ne voit nulle part ailleurs, gratuite, obligatoire, laïque. Cette école, est totalement ébranlée. On le voit avec les inégalités, les enquêtes PISA, enfin, rien ne va. D'autres principes, je ne sais pas, l'égalité homme-femme. Simone de Beauvoir et les 343 salopes lancent cet appel extraordinaire pour la reconnaissance de la légalisation de l'avortement. Puis là, nous avons l'appel de 343 salauds avec Éric Zemmour. Je veux dire, il y a un problème. Chirac, en 2005, lance un appel au sommet de la Terre à Johannesburg. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, lançant un signal d'alarme par rapport aux questions écologiques. Et aujourd'hui, nous sommes le pays qui consomme le plus de pesticides et le plus de médicaments en Europe. Tout ce qui fait la France éternelle, au fond, tout ce qui a fait la singularité de notre pays, tout ce qui a fait que la France n'est pas un pays banal, n'est pas un pays comme un autre, ces murs porteurs ont été tous ébranlés par 30 ans d'incurie politique, d'absence de projet collectif commun, qui nous a conduit à une crise existentielle très profonde. Et donc, c'est pour ça que je pense que 2017 est un moment de bascule, un moment critique. Et au moment de basculer, j'ai envie de dire, rappelons-nous qui nous sommes. Rappelons-nous quels ont été ces principes qui ont fait la France éternelle. Et avant de basculer du côté de potentiellement l'extrême droite. Donc, au fond,
les attentats, les actes terroristes, la question de l'islamisme radical, la mise en cause de la laïcité, qui est l'un des, j'aurais pu citer aussi, la loi de 1905, l'un des principaux murs porteurs de la France, tous ces événements-là ont effectivement conduit à ce que, finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que nous sommes encore une nation ? Est-ce que nous avons envie de continuer ensemble ? C'est une vraie question. Je ne suis pas sûre que tout le monde répondrait oui à cette question. Et donc la nation est fracturée entre... voilà, il y a des fractures identitaires, religieuses, territoriales, communautaires, générationnelles, de toutes sortes. Pour résumer, on peut dire que la France, elle est coupée en trois. La France des privilégiés, hyper connectés dans tout, à l'aise dans la mondialisation, tellement qu'ils envoient leurs enfants à l'étranger pour échapper à la France. Vous avez la France des classes moyennes, insécurisée sur le plan physique comme sur le plan culturel, qui, cette France veut des coupables. Et puis vous avez la France sécessionniste, radicalisée. On la trouve, on va caricaturer, la France, c'est aussi bien l'extrême droite, avec une forme de radicalisation qui est là. On le voit avec l'extrême gauche, le phénomène des zadistes, où on conteste tout. Vous avez la radicalisation islamiste, avec une certaine jeunesse, pas seulement d'origine musulmane d'ailleurs, parce que ce sont tous des convertis au fond. Et donc, et en tête de, comment dire, en figure de proue, on a une espèce de jeunesse prête à basculer et qui finalement a décroché. Voilà. Et donc dans ce paysage-là, ils font tous les pompiers pyromanes pour creuser un petit peu par exemple la banlieue, on va l'opposer à la campagne. Voilà. Pourtant, ce sont deux catégories de Français qui sont là-dedans. C'est pour ça que je veux porter un projet de réconciliation nationale. Les banlieues et les campagnes, ils souffrent des mêmes mots. Ils utilisent les mêmes mots pour dire ces mots-là. Et on parle de désertification, l'État qui est un ennemi, le fait qu'ils se sentent méprisés, marginalisés. D'un côté, c'est la gauche qui a abandonné, de l'autre, c'est la droite qui a abandonné. Et cette division est insupportable. Kevin, apprenti boucher en Saône-et-Loire, tenté par l'extrême droite, je caricature dans les grandes largeurs. Et puis, je ne sais pas moi, Mamadou ou je ne sais qui d'autre, à Drancy, tenté par le djihad. Bon, voilà, c'est deux Français. C'est-à-dire que demain, ils ont entre les mains la destinée, l'avenir du pays. Et ces deux-là, on organise leur confrontation sur le territoire national. Ça, c'est insupportable. Et moi, mon idée, c'est de dire, comme vous êtes deux Français, vous n'avez rien à voir en apparence, mais vous imaginez, le politique, il y a une chose qu'il craint. Il ne craint pas l'abstention, il ne craint pas la crise économique. Il y a une chose qu'il craint, c'est que ces deux jeunes-là, ils se donnent la main un jour. Et parce que là, à ce moment-là, voilà, ils feront génération. Ils feront génération. Et comme disait Tocqueville, chaque génération est un peuple. Et donc ils pourraient écrire l'histoire de France à eux deux. Simplement, voilà, aujourd'hui, on a organisé leur confrontation. Ils se sont désignés comme ennemis l'un de l'autre. C'est ça qui explique aussi, en plus dans un pays où il n'y a pas de perspective d'ascension sociale comme on l'aimerait, comme avant, l'angoisse des familles et la crise existentielle. Donc d'où l'urgence, mais vraiment l'urgence d'un projet de réconciliation nationale. D'accord, alors vous portez beaucoup donc, de mesures, en tout cas de choses que vous aimeriez changer en France, donc ce que vous venez de dire là sur la réconciliation, mais également, on a parlé de mesures économiques. Pourtant, on a parfois l'impression que les médias vous oublient et qu'ils ont du mal à relayer vos idées. Comment expliquez-vous cela ? Oui, alors, parce que ma candidature, on va dire les choses franchement, hein, elle a été accueillie par eux, comme je disais tout à l'heure, par un grand éclat de rire. Sur le thème, ben oui, je ne corresponds effectivement pas au profil de l'homme politique classique, donc on n'envisage pas que quelqu'un comme moi puisse ne serait-ce que penser à entrer à l'Élysée. Donc, le pourquoi pas, ils n'y ont pas encore pensé. Mais enfin, on va leur faire écrire un jour. C'est pas et si c'était elle, c'est et pourquoi pas elle. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, au début... donc ils ont ri, ils se sont moqués, ils étaient incrédules, ils ont invoqué des motifs parce que nécessairement on est animé par des motifs vils et bas. Bon, donc les motifs c'était elle est pas contente, alors elle veut se venger. Et on coûte cher la revanche. Hein. Après on a
elle veut créer un rapport de force avec la droite pour avoir un poste. Bon, bah, je n'avais qu'à faire la primaire, je faisais 1% et j'étais ministre. Enfin, c'était beaucoup plus simple. Après, voilà, ils ont imaginé... Ouais. C'est toujours négatif, en fait. Ils n'ont pas imaginé que j'avais un projet, ils n'ont pas imaginé que j'avais un plan et que tout ce que je viens de vous dire, ce projet de réconciliation nationale, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et alors, j'ai pris le parti de dire, bon, ok, je vais la jouer comme Chirac. Donc, je vais aller sur le terrain. Et j'ai fait les villages de France, les uns après les autres, dans la plupart des départements français, en me disant, puisque je n'arrive pas à convaincre le système politico-médiatique pour l'instant, on va convaincre par le bas, par la population, par les territoires, par les élus de proximité. Et la seule manière de répondre, c'est d'avoir les 500 parrainages. Parce que là, ils n'auront plus le choix. Ils n'auront plus le choix. Et on crée la surprise. Donc, j'ai pris ce parti-là. Et donc, je les ai un petit peu oubliés. Et puis, il y avait les primaires, qui, encore une fois, ne privatisent pas seulement la démocratie, mais privatisent aussi la télévision. C'est-à-dire que vous devez même vous justifier de pourquoi vous n'êtes pas dans la primaire. Alors qu'être candidat au premier tour, c'est quand même ce qui est naturel, ce qui est dans l'ordre des choses. Et comme disait le général de Gaulle, la seule primaire que je connaisse, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. C'est là que les Français choisissent. Et donc, les primaires ayant pris tout le temps de parole, c'est difficile ou alors, j'étais limitée à un rôle de commentatrice passive des petites phrases de la primaire. Et ça ne me permettait pas de parler de mon projet. Donc, je me suis dit, on va attendre la primaire de la droite qu'elle se termine. À ce moment-là, bon, j'ai sorti mon livre, inauguré mon QG de campagne, etc. Puis c'était Noël, et c'était la primaire de la gauche. C'était reparti. Bon. Qui doit se terminer donc fin janvier. Donc, espérons qu'au début février, tout ça s'arrête et qu'on passe aux choses sérieuses. D'accord. Alors, avant de passer la parole à tous les étudiants qui sont présents aujourd'hui, on est le 18 janvier, donc c'est encore la période des vœux, donc bonne année. Et plein milieu, comme ça. Voilà, bonne année. Et non, mais c'est surtout pour en venir à ma dernière question, et vous allez répondre rapidement, je pense. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2017 ? D'être élu à l'Élysée, puis on ira. Oui. Je vous inviterai tous. D'accord, bah c'est noté. D'accord. C'est noté. On prend l'invitation. Non, c'est pas pour faire la fête. Hein. Attention. En étant en responsabilité, il y a urgence. Donc c'est juste pour visiter. Pour commencer. Et vous donner envie de suivre vos rêves aussi. Voilà. Merci de votre invitation, on vous prend au mot. On espère donc que vous gagnerez la présidentielle dans ce cas-là. Non, mais attendez, vous rigolez, mais attendez. Non, mais je vais vous expliquer une chose. Il faut être très prudent parce que la période est assez mouvante. On ne s'attendait pas à ce que Trump gagne l'élection américaine. On ne s'attendait pas à ce que le Brexit se produise. On ne s'attendait pas à ce que Matteo Renzi, celui qui a fait le contrat de travail unique, qui a fait 500 000 emplois, soit éliminé, perde son référendum sur un truc quand même. Il voulait rendre les sénateurs bénévoles. C'était quand même pas mal. On ne s'attendait pas à ce que François Fillon gagne la primaire avec 30 points d'avance. Alors là, le finish, je pense que l'histoire politique de France s'en rappellera de ce finish extraordinaire. Et pendant que j'étais dans mes campagnes, après je suis sortie au bout de 8 mois, j'ai observé le paysage politique. Il n'y a plus de Nicolas Sarkozy, plus de François Hollande, plus de Juppé. 40 ans de vie politique balayée. Donc, méfiez-vous. D'accord. Très bien, alors maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. On va vous faire passer le micro pour vous. Bonjour Amayad. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre projet pour l'école républicaine ? Oui, volontiers. C'est peut-être le seul domaine où je suis conservatrice. Parce que, je veux dire, jusqu'à un certain âge, il faut protéger la jeunesse. Pour lui donner les armes pour affronter un monde mouvant, incertain, compliqué, qu'on maîtrise de moins en moins. Or, je trouve que l'école a complètement dérapé par rapport aux objectifs originels des fameuses lois Ferry de 81-82, 1800.
Parce que finalement, on a décidé que l'école, à un moment donné, ça s'est passé dans les années 80, devait ressembler à la société. Et donc devait s'adapter à la société, il fallait qu'il soit moderne. Donc, à partir de là, on a fait entrer des options citoyennes, en masse. Hygiène buccale, sécurité routière, égalité homme-femme, lutte contre l'homophobie, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Tous ces trucs-là nous ont complètement éloignés de la mission première de l'école, qui est quoi? La transmission des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, l'histoire, l'anglais, le français, les maths. Bon. Et puis il y a une tentation de toujours les sortir dehors de la classe. Ils font toujours des sorties. Toujours en train de sortir, comme si la classe était un endroit dangereux, il fallait en sortir. Résultat, ça s'est même traduit sur le plan physique. Vous avez remarqué, les nouveaux collèges, lycées, les murs sont transparents. Comme ça, ils ont le nez comme ça, à la fenêtre toute la journée. Ça se mélange au quartier, espace de droit commun. L'école n'est plus un sanctuaire. Au sein de la classe, c'est encore pire. On a enlevé les estrades au nom de l'idéologie très claire, la démocratie scolaire. L'enfant, enfin l'élève, l'apprenant maintenant on l'appelle, l'apprenant, et les professeurs se valent. D'ailleurs, il n'est plus professeur, il a un nom aussi, un peu spécifique. Donc le français n'est plus qu'une discipline carrefour, hein, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus d'orthographe, c'est l'atelier de négociation orthographique. On négocie avec l'orthographe. Parce que vous comprenez, Flaubert faisait aussi des fautes, et c'était de la poésie. Bon. La méthode globale, j'en parle pas, elle a détruit le cerveau d'une génération. Et puis on a décidé qu'il ne fallait pas évaluer, il ne fallait pas noter. Et puis celui qui a 7 sur 20, il va passer parce qu'on va s'en débarrasser le plus vite possible. Par contre, celui qui a 9, il va redoubler, lui. Et puis on a fait donc, ce collège unique qui consiste à mettre tout le monde ensemble. Celui qui est bon, qui est très bon. Avant, son professeur pouvait le remarquer, même dans la ZEP. Et il dit, t'es vraiment très bon dans ta classe, on va te sortir de là et te mettre dans le meilleur lycée du centre-ville. C'est ce qui est arrivé à Charles Péguy, c'est ce qui est arrivé à Marcel Gauchet, qui a fini à l'école normale supérieure. Aujourd'hui, Fatoumata, dans sa ZEP à Sarcelles, elle est la meilleure de sa classe, va y rester, quoi. Hein, bon, elle n'aura pas accès à Henri IV. Parce que la carte scolaire va figer les ghettos de riches, les ghettos de pauvres. Bon. Et puis après, ils vont se traîner comme ça jusqu'au bac. Et là, 80% là, on se demande comment. Parce que justement, y a des options qui permettent de rattraper, de machin, et puis on a 22 sur 20. Ah, c'est possible. Ah. C'est devenu même une sorte de norme. Et là, on leur dit, la fac, c'est gratuit, c'est ouvert, et puis ils y vont tous, là. Et première année, 3 quarts, c'est la boucherie, quoi. Oui. Puis à la fin, on sort de là, on est abîmé. Le CDI, il est où? Il n'y a pas. Non, il ne pouvait pas y avoir. Voilà comment on a menti à une génération. Je caricature à peine. Voilà comment on a sacrifié et maltraité une génération. Voilà comment on a approfondi les inégalités scolaires. Parce que ceux qui savent, les privilégiés, les riches, les familles qui ont l'information, vont se dire, alors, mon enfant, il ne va surtout pas aller là. École privée, on va contourner la carte scolaire, les bonnes adresses, chinois première langue, quelque chose comme ça, l'hindou, pour échapper. Ceux qui ne savent pas, ils vont rester dans la carte scolaire. Et puis, le privé, même les familles pauvres font la queue devant. Confessionnel, même les catholiques, les musulmans font la queue devant les écoles privées catholiques. Je suis une enfant de l'école privée catholique. Mais c'est l'école publique qui m'intéresse parce que je veux pas de cette loterie. C'est-à-dire cette loterie, moi j'étais dans la cité, tout ça, comme les autres, je suis pas plus intelligente. Puis à la fin de la CM2, il y a 2 lycées dans la ville, collège ZEP et collège privé catholique. J'ai ma mère qui est au chômage, on n'a pas de fric, rien, on est 4 filles, c'est galère. Ma mère qui avait été enseignante dans une autre vie comprend qu'il faut éviter la ZEP et aller dans le collège privé catholique. Comment on va faire? On va négocier peut-être avec le directeur pour payer en plusieurs fois, des choses comme ça. Et puis mes copains sont donc allés poursuivre, BEP vente, je ne sais quoi. Et puis moi j'ai fait... on comprend qu'il faut faire les filières sélectives en fait pour s'en sortir et que c'est pas le bac qui va faire la filière sélective, c'est le contrôle continu bien avant. Mais ça, faut le savoir. Et sinon, c'est le BTS sélectif aussi, c'est les études de médecine sélectif aussi, pendant que les autres vont à la fac pensant que ça c'est la loterie. Voilà. Ça c'est la loterie, on peut pas jouer avec la vie des enfants comme ça. Et j'ai la conviction qu'on ne doit pas se contenter des enfants comme ils sont, mais les prendre dans leur plus riche potentialité.
Et on ne peut pas considérer qu'il y a les bons et les mauvais, parce que même ceux qui ne sont pas bons en français, ils seront peut-être bons en maths, en informatique, en pâtisserie. Mais ce que je dis, c'est que en pâtisserie, en mécanique, il faut aussi viser l'excellence, pour pas que ce soit une boîte de garage, si je puis dire, pardon du jeu de mots. On peut aussi viser l'excellence. On est garagiste, eh ben on sera le meilleur garagiste. On est pâtissier, on sera le meilleur pâtissier. Parce qu'on devient un chef cuisinier qui amène son savoir-faire à l'échelle internationale. L'excellence doit être le maître mot de l'école. C'est la première chose. C'est ce qui permet de lutter contre les inégalités. Parce que, au fond, le talent n'est pas affaire de couleur de peau ou d'origine sociale. On peut avoir des parents illettrés et être le meilleur de sa classe. Ça, c'était le pari républicain. C'était le pari de la République scolaire qu'est la France. On a renoncé à ça et je crois que c'est ça qui explique l'angoisse profonde des familles parce qu'ils se disent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Et c'est l'un des murs porteurs les plus ébranlés du pays, en fait. Et c'est pour ça que je considère cette question de l'école comme absolument prioritaire et aucun candidat ne l'aborde ainsi. Toujours à la marge, rythme scolaire, violence. Bah oui, violence, parce que c'est le bordel dans la classe. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'apprend rien. C'est le bazar. Le prof, démocratie scolaire, il est l'égal de l'enfant, il ne maîtrise plus rien. Les parents d'élèves trop présents dans l'école, trop présents à venir contester l'autorité du professeur, on fait rentrer les policiers pour remettre de l'ordre. Bon. Et comme il n'y a rien dans les cerveaux, à un moment donné, les prédicateurs aussi. Comme on a donné aux enfants la liberté d'expression, il faut donner leur avis qui ne sont pas Charlie. Oui. Et puis comme après, où ils ont le portable, machin, les avocats, ils rentrent, ils disent on va vous expliquer comment on fait pour porter plainte contre votre enseignant. Donc, ça, c'est les chefs d'entreprise qui rentrent pour lutter contre l'obésité, ils vendent leurs yaourts et leurs pommes. Je veux dire, il y a un moment, l'école est dépossédée avec tous ces acteurs qui sont rentrés dedans. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le voile à Creil en 84, et tous ces débats. Et il n'y a plus de place pour la transmission des savoirs. Donc, pour résumer, mon projet pour l'école, c'est non pas un ministère de l'Éducation nationale, mais un ministère de l'Instruction publique, ou de la rééducation nationale, comme vous voulez. Une question là-bas. Bonjour madame, c'est un honneur de pouvoir vous poser une question, donc je vous en remercie. Je m'appelle Dorian Mahmoud, je suis actuellement à Sciences Po, et donc je m'intéresse beaucoup à la politique, et notamment j'ai suivi parfois certaines de vos interviews, notamment une que vous avez fait avec le message.org, je ne sais pas si vous en souvenez, où vous avez tenu un discours assez, on pourrait dire, radical. Je vais vous citer en une phrase, il faut une révolution à la France. Le discours que vous teniez à ce moment-là, c'était que, étant donné votre incursion dans les hautes sphères étatiques, vous aviez compris à quel point le système était quelque part vicié, ce que vous avez pu décrire maintenant. Et donc, moi, c'est la question que je me pose, c'est en vous écoutant, est-ce que vous portez réellement l'idée d'un changement radical de système, comme vous sous-entendez qu'il le faut pour la France, ou bien c'est pas plutôt un conservatisme déguisé, un discours révolutionnaire qui est dans une logique carriériste quelque part, et même quelque part le fait de se présenter ne fait-il pas le jeu du système justement en lui donnant une légitimité supplémentaire par les arguments classiques d'un surcroît de démocratie par une multiplication des candidats? Oui, c'est un vrai dilemme. C'est vrai. Vous contestez le système. Non, sérieusement, vous contestez le système, effectivement, vous n'y participez pas via ces règles du jeu. Mais là, il ne va rien se passer. Enfin, c'est-à-dire que on peut faire des manifs. Nuit debout, tout ça, vous êtes là toute la nuit, debout. Et puis vous dites, on veut pas de chef, on va voter sur le fait de savoir s'il faut voter, tout ça. Et puis à un moment, vous êtes fatigué, vous rentrez dormir. Voilà. On peut faire ça. On peut aussi créer des mouvements citoyens. Il y en a beaucoup qui ont émergé ces dernières années. Et je les ai regardés de près, d'ailleurs, ils m'ont beaucoup intéressé. Nous, citoyens, tout ça. Simplement, ça fait 3 ans que ça marche pas très bien.
Ils sont beaucoup divisés, il y a des luttes de pouvoir internes, parce qu'il n'y a pas de raison hein, qu'ils y échappent. Hein. L'homme est l'homme, hein, est-ce qu'il est? Et puis, bon, on peut sortir dans la rue avec les fourches, mais bon, il n'y a pas l'impression que... Le point de bascule n'est pas loin, mais on n'a pas encore atteint La France, les pouvoirs publics savent trouver. À un moment, les jeunes ont manifesté à propos de la loi travail. Le Premier ministre a dit vous donnez 400 €. Ils ont arrêté de manifester. C'est insultant, c'est de l'aumône. Vous avez vu tous les problèmes dont on vient de parler, sur l'école, sur machin. Enfin, voilà, 400 €, on met des sédatifs, quoi. Chaque fois, c'est comme ça. Alors, donc, du coup, oui, c'est vrai que on a l'impression qu'on utilise les règles du jeu du système parce qu'ils sont là. Parce que j'ai été élevée chez les sœurs et j'ai un petit côté, vous voyez, civilisé. Parce que je suis administrateur du Sénat. Le Sénat, c'est quand même pas la révolution. Parce que j'ai été aux responsabilités. Donc je me sens responsable. Parce que je suis l'aînée de 4 filles, donc je me sens encore responsable. Parce que, voilà, j'ose peut-être pas encore assez. Mais la France qui ose, c'est pas moi. La France qui ose, c'est les Français. C'est ceux qui agissent. Mais ça voudrait dire quoi, faire autre chose que ce que je fais? Je vous ai dit, regardez les options, elles sont limitées sur la table. Et le simple fait de me présenter à la présidentielle, ils ont dit « Ah, elle a osé ». L'autre jour, j'ai dit « Je vais gagner l'élection présidentielle ». Oh, je ne pensais pas créer un tel émoi dans le petit Landerneau. Ils ont dit « Même Dupont-Aignan n'a pas osé dire ça ». Donc, je fais ma petite révolution à ma manière. Mais comment dire c'est Victor Hugo qui disait « Nous partîmes à 500 et par un prompt renfort ». On construit les bases d'une révolution démocratique. C'est-à-dire que changer le système de l'intérieur, c'est être extraordinairement prétentieux. Parce que le système, il est très puissant, mais on a besoin de vous. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne peut pas être seul à l'intérieur du système avec ces petits points. Effectivement, je n'ai pas de mandat parce que je les ai perdus. Pourquoi je les ai perdus? Parce que j'ai contesté à l'intérieur. Donc, alors je savais ce que je faisais. Je savais qu'en contestant de l'intérieur, je ne les aurais pas. On a voulu m'acheter en m'offrant les mandats nationaux de parlementaires. J'ai refusé. Donc, j'essaye les différentes options. Aujourd'hui, j'ai fait le choix, et je pense que je vais m'en tenir à cette ligne, de la liberté. Et le pari que les Français vont se réveiller. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter d'accepter les sédatifs, d'accepter la petite allocation pour se taire, d'accepter de faire du front républicain pour sauver les postes de ceux qui les ont déçus, d'accepter de penser qu'il y a d'autres alternatives que le seul vote protestataire, c'est le vote Front National. En même temps, ce que je fais, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait avant. Donc, sorte de pionnière, voilà, avec mes qualités, mes limites, mais en tout cas, je ne suis pas passive. Et ce serait tellement simple que je me contente de critiquer. Et ce serait tellement simple que voilà, je sois là à juger, donner les bons et les mauvais points. Mais j'essaye. Mais là, nous avons besoin de vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Parce qu'à un moment donné, quand on devient dangereux, bon, ça va, il me laisse un peu tranquille parce qu'il y avait les primaires. Mais quand on commence à devenir dangereux, c'est là où les dés deviennent truqués. Il se passe des choses en coulisses que vous ne savez pas, on vous menace, bon, tout ce que vous pouvez deviner. C'est là où on a besoin aussi que les Français soient là en soutien. Quand j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme et que j'ai fait cette sortie sur le colonel Kadhafi en disant la France n'est pas un paillasson sur lequel un dictateur peut venir s'essuyer les pieds, la France ne doit pas accepter ce baiser de la mort. Bon, là, j'ai préparé mes valises, prête à partir, parce qu'après ça, c'était pas possible de rester. Pourquoi je suis restée? Parce que les Français m'ont soutenue. Parce que le président a senti l'opinion derrière. Parce que j'étais pas seule. Personnalité politique préférée des Français à ce moment-là. C'était arrivé après. Mais ça aide. Ça permet d'aller plus loin. Ça permet de changer le système de l'intérieur. Mais s'il y a personne, je veux dire, le système, il change pas. Donc, c'est pour ça que l'engagement est important. Ceux qui s'abstiennent en pensant qu'ils font du mal au système se trompent. Parce que le système, les partis classiques, ils vont envoyer les plus militants de leurs militants pour aller voter, et voter avec certitude, et voter ce qu'il faut. Donc, élus avec 10%, ils n'en ont rien à faire, ils sont quand même élus.
Donc l'abstention les conforte. Donc en gros, si vous connaissez un maire, vous pouvez télécharger le bulletin sur le site. Parce que la révolution commencera là, obtenir les parrainages parce qu'ils ne l'attendent pas. Je ne m'adresse pas à des maires républicains, PS, tout ça, parce qu'ils sont fléchés pour soutenir leur candidat. Je m'adresse aux maires indépendants, et, parce que je compte sur eux, et ils sont dans la France des campagnes, au fond, la France, celle qu'on méprise. Je compte sur eux pour justement être la première étape de cette révolution-là. Voilà. Bonsoir Madame Ramayad. Bonsoir. Donc j'ai lu dans votre projet que vous voulez créer une sorte de Silicon Valley des banlieues en favorisant en fait la création d'entreprises dans les banlieues. Est-ce là en fait votre réponse en fait au chômage dans les banlieues, ou enfin est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est la seule solution pour lutter contre le chômage dans les banlieues? Non, mais c'est une des réponses. Aujourd'hui, bon, les banlieues, comme vous dites, ont disparu. Hein. Enfin, je sais pas, on ne voit plus les banlieues. Avant, il y avait des reportages, on voyait des tours, caricatures, des jeunes en bas. La capuche, et puis le journaliste qui venait interroger. Il y avait quelque chose, on voyait quelque chose. Là, on ne voit plus rien, en fait. Il y a organisé une invisibilité des banlieues. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. La question de diversité dont on parlait en 2007 beaucoup, on n'en parle plus. Donc aujourd'hui, ils sont coincés, les banlieues, comme vous dites, entre donc, le Karcher, là. Hein, donc il faut les punir, il faut la sécurité, la police, machin, très bien. L'assistanat, non, il faut les aider, c'est des victimes, c'est pas de leur faute. Et puis au-dessus de tout ça, terrorisme, attentat, islamisme. Bon, c'est nos futurs, les banlieues. C'est vraiment, nos futurs. Alors, moi, je pense que il faut partir de ce qu'elles sont capables de produire le mieux. Et je crois que c'est l'esprit d'entreprise. On crée 2 fois plus d'entreprises dans les banlieues, dans les quartiers populaires dits prioritaires, que dans le reste du pays. Sauf que ces entreprises-là ne durent pas. Ils ouvrent tous des boutiques, téléphonie, des start-up, des magasins de vêtements de sport, des restaurants. Il y en a en nombre absolument énorme. Mais ça ne dure pas. Parce que manque de réseau, problème de financement... qui fait que cette aventure s'arrête de manière prématurée. Donc je me suis dit, vu que personne ne propose rien pour les banlieues, qu'on a organisé leur disparition même de l'espace médiatique, il faut qu'on arrive à les prendre par ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise, l'entrepreneuriat, puisqu'ils créent 2 fois plus d'entreprises que dans le reste du pays. En créant cette Silicon Valley, j'aimais bien l'association entre ces 2 mots, l'un qui a une image très positive et l'autre qui a une image négative en France, pour justement qu'on change de perception. En fait, c'est tout simplement un fonds d'investissement qui est tenu par les chefs d'entreprise et qui accorderait des cofinancements à des projets intéressants. Plus, ça existe déjà dans plein d'endroits, mais quelque chose de plus souple que la BPI, et qui mettrait en place des espaces de coworking où ils pourraient avoir des conseils, ou s'échanger des conseils en matière de juridique, en matière comptable, s'organiser en réseau, bénéficier de mentors. Vous voyez, tout un processus où on couvre quelque part avant de les laisser, en leur donnant les fondations, avant de les laisser faire, parce que l'entrepreneuriat, on ne peut pas être derrière vous matin, midi et soir, avant de les laisser faire et se réaliser. Et pas seulement à l'échelle de la petite cité, ni même de la France, mais aussi à l'échelle du monde. Parce que les banlieues, notre chance quand même, c'est que le monde est là. Souvent, il y a plusieurs langues qui sont parlées, et les pays d'origine, aujourd'hui, deviennent de plus en plus prospères. Sur le continent africain, il y a une véritable révolution technologique qui a lieu actuellement, qui pourrait être des passerelles aussi entre nos 2 continents. Enfin, vous voyez, il y a un potentiel qui est extraordinaire de ce côté-là, à condition qu'on veuille bien les regarder comme les filles et les fils légitimes de la France. Et je crois que là, il y a encore ce regard vers eux. Vous êtes les enfants non désirés de notre pays et de notre histoire. Et la réconciliation nationale, ça passe aussi par ça. Et puis, en gros, il n'y a pas que le sport et la musique.
Ils peuvent aussi, effectivement, passer des concours, créer leur entreprise. Il faut multiplier, encore une fois, le champ des possibles. Voilà, il n'y a pas d'interdit. Une dernière question. Bonsoir Ramayad, je suis ici. Moi, ma question, ça serait plutôt à propos de la posture présidentielle. Ce qu'on reproche, enfin, en tout cas, moi, je reproche à François Hollande, c'est d'avoir été assez, de se faire un peu marcher sur les pieds sur la scène internationale. Comment vous seriez, vous, en tant que présidente, dans les réunions comme le G7, le G20, avec des présidents comme Trump, notamment, qui vient de se faire élire? Voilà, comment vous seriez, comment vous représenteriez la France? Déjà, si la France décidait de m'élire à la présidence de la République, vous imaginez là, le message par rapport à l'Amérique qui élit Trump. Non mais c'est quand même plus sexy que d'élire. Non mais il y a un moment, il faut qu'une nation porte un message au monde. La France est un pays qui a un rôle particulier, une singularité sur la scène internationale. Pourquoi? Parce qu'avec les États-Unis, c'est l'autre grande nation universaliste. C'est-à-dire, les peuples étrangers attendent quelque chose de nous. Voilà. L'Amérique incarne une forme de mondialisation consumériste, guerrière. Et nous, notre tradition nous porte vers l'universel, les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie, les libertés, la francophonie, les arts, la culture. C'est un autre message. Et la difficulté, là où on est aujourd'hui, c'est que je ne sais pas quel est le message que la France dit au monde. Mais il n'y a pas de fatalité, ni pour soi, ni pour son pays. Et je crois vraiment que la France peut renouer avec un vrai message fort. Trump va incarner quelque chose d'assez instable, quelquefois dangereux. Mais je ne suis pas de ceux qui contestent son élection. Hein. Les Américains ont choisi, on respecte. Et puis Hillary n'avait qu'à pas représenter l'establishment à ce point. Hein. Il y a un moment, on ne peut pas, monsieur est président, maintenant c'est madame, et puis Bush est président, après c'est le fils. Bon, ça, même nous, Français, voilà, il y a un problème par rapport à ça. Mais nous avons un message à porter qui, je pense, peut parce que nous avons toujours eu une sorte de fascination pour l'Amérique. Les Français adorent New York, cette énergie vitale, enfin tout ça. Mais nous avons toujours su, en tant que nation, nous préserver de la soumission aux États-Unis, comme à la Russie de Poutine d'ailleurs aussi. Parce que je pense même que, à la limite, Trump, on peut gérer. Poutine, c'est encore autre chose. Et je crois que là, il faut un rapport de force beaucoup plus fort. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous pouvons servir d'équilibre. C'est une occasion historique pour la France entre Trump et Poutine, qui sont amis, hein, enfin, qui sont partenaires, d'incarner autre chose et d'apporter une espérance au monde. Ça veut dire quoi? Il y a quelques petites actions à mener, quelques symboles, quelques messages à lancer. D'abord, il faudrait qu'on cesse du côté européen, sur notre continent européen, qu'on arrête de laisser Poutine, comme ça, mettre le bazar sur le front de l'Est. Quand même, il a annexé la Crimée. Mais ce vocabulaire-là, on ne l'avait pas vu depuis il y a quelques années, quand même, quelques décennies. Donc, en Europe, un pays a été annexé. Ils n'ont pas l'impression que ça ait bouleversé grand monde. L'Ukraine est bouleversée également. Il y a des dirigeants d'extrême droite qui sortent ici ou là avec le soutien de Vladimir Poutine. Je n'aime pas quand on dit en France que certains candidats sont soutenus par Vladimir Poutine. Je ne veux pas de l'abaissement national face aux États-Unis, pas plus face à la Russie. Donc là-dessus, je crois vraiment que sur le front de l'Est, il faut que nous fassions preuve d'un peu plus de fermeté. Sur le front de la Syrie, où là encore on retrouve la main de Poutine, puis l'Iran des mollahs, etc., là on a fait des mauvais choix. Je pense que la coalition a cédé à une association avec l'Iran et la Russie, alors qu'ils considéraient ces deux pays quasiment comme nos ennemis il y a un an, par impuissance. Le problème, c'est que ces deux pays ne bombardent pas l'État islamique, mais les populations civiles. On crée une propagande, finalement, pour l'État islamique pour au moins une génération, parce que ces populations civiles sont bombardées par l'Iran et par la Russie,
Et Assad, qui est leur allié, qu'ils veulent maintenir, c'est un boucher. 300 000 morts sur la conscience. On m'explique qu'entre Daesh et Assad, on choisit le moins pire. Désolé, moi je ne veux pas de petite ambition. Je ne veux pas choisir le moins pire. Quand j'entends François Fillon, lors du débat de la primaire, on lui dit « Mais enfin, il y a quand même des morts dans les populations civiles », il répond « Que voulez-vous, c'est la guerre ». C'est inadmissible. Il y avait une troisième voie, qui n'était ni Assad, ni Daesh. C'était les rebelles syriens qui luttaient contre les deux. Et qu'a-t-on fait en août 2013 quand Assad les a gazés? Là, François Hollande, il a été bien. Il a dit il faut intervenir. On ne peut pas laisser Assad gazer sa population. Et c'est Obama qui a été lâche en refusant, sous prétexte de congrès réticent, de s'associer à la France pour arrêter ça. Les rebelles, ce jour-là, se sont sentis abandonnés. Et ce jour-là, ils ont été éradiqués par à la fois Assad et Daesh. Et résultat, on se retrouve devant le choix entre la peste et le choléra. Donc là-dessus, je pense qu'il faut revoir un petit peu, arrêter de jouer avec les fragiles équilibres moyen-orientaux. Ensuite, il y a l'Afrique. C'est important l'Afrique, parce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté de l'Afrique. Sur les 10 pays à plus forte croissance au monde, 6 sont africains. Après la décennie perdue des années 90, à coup de réformes structurelles du FMI, nous sommes arrivés là à l'ère d'une véritable révolution culturelle, technologique, financière, écologique. Il faut aller en Afrique aujourd'hui, voir les Africa Web Festival, voir les fondations qui se créent. Dans le dernier classement Forbes des 100 milliardaires au monde, 29 sont africains. Donc, je crois que la France est en train de rater quelque chose. Le Sénégal a découvert du pétrole là, 3/4 des réserves du Qatar. Les marchés ont été tous conclus avec les Australiens et les Américains. Aucun avec la France. Bon. Il y a des choses qui se passent là, sur le continent africain, qui ne se limitent pas à l'immigration et au terrorisme, et qui fait que ce continent est devenu l'objet des convoitises de toutes les puissances. La France a été dépassée depuis longtemps par la Chine, mais maintenant c'est l'Inde, c'est le Maroc, c'est la Turquie, c'est la Russie qui se sert du souvenir des indépendances, puisque l'URSS avait été du côté des indépendantistes, pour revenir cette fois sur le plan économique en Afrique. Vous avez des échanges internes qui se développent. Au Kenya, on est passé en 10 ans de 15 000 portables à 15 millions. Les fonds de pension les plus dynamiques se trouvent là. Et on ne voit pas ça ici. Et ça, je trouve ça dommage. Et je pense que la France, avec son histoire, avec la francophonie, avec tout ce qu'on connaît, pourrait jouer un rôle particulier sur le continent africain. Et puis enfin, et dernière chose, nous ne sommes plus au 19e siècle, à l'époque du traité de Westphalie, où les États souverains faisaient la pluie et le beau temps dans l'ordre international. Maintenant, les nouveaux maîtres du monde, alors non seulement ils ne sont plus au nord, mais ils sont au sud. L'agenda international est tenu par les Chinois, les Indiens, le Brésil et l'Afrique. Ce sont eux les nouveaux maîtres du monde. Et deuxièmement, les autres maîtres du monde ne sont plus des États, ce sont les ONG, c'est Amazon, c'est Google, c'est Facebook, c'est Occupy Wall Street, c'est les mouvements de solidarité internationale. Voilà les nouveaux maîtres du monde. Et donc, la France pourrait avoir un rôle auprès de ces nouveaux acteurs-là pour contrebalancer un petit peu, enfin créer une troisième voie, quoi. Voilà, qui, entre Trump et Poutine, on peut incarner là une société internationale de la coopération avec ces nouveaux acteurs qui serait super intéressante. Donc voilà, je suis tellement exaspéré qu'on n'utilise pas toutes ces capacités que nous avons, qu'à ce rythme-là, je ne voudrais pas qu'un Gauchet ou un Zemmour ou un Finkielkraut ait raison, eux qui disent que la France est en train de sortir de l'histoire. Je pense que la France n'a pas vocation à sortir de l'histoire et qu'elle a vocation plutôt à être une puissance médiatrice. Voilà, ça devrait être son nouveau rôle et sa nouvelle mission. Pardon, j'étais un peu longue. Merci beaucoup. Merci Madame Ramayad pour votre présence ce soir. Merci à Guillaume, Samuel et Amine pour cette super conférence que vous avez préparée depuis plusieurs semaines, je crois. Bravo à Amine parce que c'était sa première fois sur scène ce soir. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Je vous propose aussi d'applaudir Ramayad pour sa présence et la remercier. Enfin, merci à l'école pour nous avoir permis d'organiser cette conférence. Merci à Outsoft pour la couverture.
photo. Et voilà, maintenant, j'invite l'ensemble des RDVC à venir sur scène pour la traditionnelle photo de famille. Merci beaucoup à tous.